Donc, je m'appelle Germain. Je vais vous parler cet après-midi des interactions plantes-plantes. Vous en avez déjà entendu beaucoup parler ce matin, mais je vais axer plus ma présentation sur les mécanismes écologiques et évolutifs qu'on utilise classiquement pour essayer de comprendre ces interactions plantes-plantes. Essayer de vous montrer comment on peut mobiliser ces théories qui sont issues de l'écologie et de la biologie évolutive dans les systèmes cultivés et notamment comment on peut utiliser des approches de génétique, notamment de génétique d'association, qui sont très proches de la GWAS, que vous avez peut-être déjà vu en cours dans des stages, pour étudier à un niveau génétique, locus par locus, et les interactions entre les plantes, essayer d'identifier les bases génétiques des interactions entre les plantes, pour éventuellement les utiliser en sélection et concevoir des mélanges variétaux, par exemple, qui soient optimisés du point de vue de ces interactions. Donc, je vais commencer par vous parler des interactions plantes-plantes dans les écosystèmes naturels. Là, je vous parlerai des manifestations des interactions plantes-plantes dans les agrosystèmes. Là, j'irai assez vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dont vous avez déjà entendu parler ce matin. Et après, je vous parlerai justement de ces mécanismes écologiques et évolutifs qui peuvent nous permettre d'appréhender les interactions entre les plantes dans les agrosystèmes. Et enfin, la dernière partie sera plus technique et elle fera le lien avec le TD que vous aurez après. Je vous expliquerai les bases des modèles statistiques qu'on peut utiliser pour faire la génétique d'association sur les interactions. Je vais commencer par les écosystèmes naturels. Je vais juste commencer par vous rappeler le fait que l'intérêt pour les interactions plantes-plantes, s'est formalisé historiquement autour d'une question fondamentale qui a été posée par les botanistes et les premiers botanistes et les premiers écologistes qui s'intéressaient aux écosystèmes naturels. C'est comment se fait-il que dans les écosystèmes naturels, notamment végétaux, on a autant de diversité? Autrement dit, comment toutes ces espèces peuvent-elles coexister au sein d'un même écosystème? Vous avez des écosystèmes ici comme un écosystème tropical où il y a des espèces ligneuses, des espèces herbacées, des espèces de différentes familles botaniques, etc. Comment les écosystèmes peuvent abriter toute cette diversité de plantes? Ça a amené les écologistes à définir le concept de niche écologique. La niche écologique, c'est l'ensemble des paramètres biophysiques qui permettent à une espèce d'exister. Donc, c'est à la fois les ressources qu'elle est capable d'utiliser, les agents pathogènes qui sont capables de l'attaquer, les stress abiotiques auxquels elle est capable de résister. Ça, on peut parler d'axes différents de la niche écologique. On peut définir la niche écologique selon plusieurs axes. Et donc, cette définition de niche écologique, elle a permis très, très tôt de formaliser une théorie et de la tester même théoriquement, analytiquement, je veux dire. C'est le principe de limite à la similarité ou le principe de complémentarité de niche, qui en fait a permis de montrer que dans un écosystème stable où plusieurs espèces sont déjà établies, une nouvelle espèce ne peut s'insérer et s'établir dans cet écosystème que si elle occupe une zone de la niche qui n'est pas occupée par les autres espèces qui sont déjà là. C'est ça qui a permis, dans un premier temps, d'expliquer comment les espèces peuvent coexister. C'est ce qu'on appelle les théories de la coexistence en écologie. C'est une question qui est toujours très active. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur cette théorie de la coexistence. Le deuxième moment où il y a eu un fort intérêt pour cette étude des interactions plantes-plantes dans les écosystèmes naturels, c'est au tournant des années 2000, quand on a commencé à prendre la mesure de l'impact des activités humaines sur les écosystèmes naturels et qu'on s'est notamment rendu compte que les activités humaines étaient associées à une perte énorme de biodiversité. Il y a tout un tas de travaux qui ont eu lieu en écologie pour essayer de comprendre non plus comment les espèces font pour coexister dans les écosystèmes, mais à quoi servent les espèces dans les écosystèmes et à quoi sert la diversité végétale dans les écosystèmes. Donc, pour répondre à cette question, les chercheurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont constitué des écosystèmes artificiels dans lesquels ils ont mis un nombre d'espèces variables. Donc, par exemple, sur le graphe que vous voyez là, c'est des écosystèmes prairiaux avec un nombre d'espèces herbacées variant de 1 à 16. Et donc, pour essayer de voir à quoi servait cette diversité, les chercheurs ont mesuré le rendement en biomasse de ces différentes communautés en fonction de la richesse spécifique. Donc, vous voyez qu'ils ont obtenu une relation positive entre la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces, la diversité, et le fonctionnement de l'écosystème qui est mesuré dans ce cas-là par le rendement en biomasse de la productivité primaire. On parle aussi de productivité primaire. Donc là, c'est juste un graphique que je vous montre, mais ça, il faut savoir que c'est tout un champ de l'écologie qui s'appelle la BEF, Biodiversity Ecosystem Functioning, et c'est tout un champ où on a retrouvé dans plein d'écosystèmes différents, des écosystèmes terriens, mais aussi aquatiques, des écosystèmes forestiers, des écosystèmes plutôt de prairies, cette relation positive entre fonctionnement d'écosystèmes et diversité d'écosystèmes. Et on a aussi des travaux qui ont montré que ce résultat-là, il était valable à l'échelle intraspécifique. Donc, si vous faites varier le nombre de génotypes au sein d'une même espèce,
dans plusieurs types d'écosystèmes naturels, il y a aussi une relation positive entre le fonctionnement de l'écosystème et la diversité génétique. Donc, là, je vous ai fait une overview très rapide de ce qu'on connaît sur les interactions plante-plante et en tout cas comment elles se manifestent dans les écosystèmes naturels. Je vais passer maintenant aux agrosystèmes. Vous voyez, tous les résultats que je viens de vous montrer sur notamment la dernière slide sur les écosystèmes naturels, nous laissent penser que si on veut assurer la transition agroécologique des agrosystèmes, c'est-à-dire si on veut utiliser moins d'intrants, avoir moins d'intervention de l'homme dans les systèmes cultivés, de facto, ces agrosystèmes vont se rapprocher des écosystèmes naturels, puisqu'ils vont être moins artificialisés. Et donc, ça, c'est une des idées de base de l'agroécologie. Ben, si on veut assurer cette transition agroécologique, on a peut-être tout intérêt à réintroduire de la diversité dans les agrosystèmes, notamment à cause de cette fameuse relation positive entre diversité et fonctionnement des écosystèmes. Donc ça peut passer par le mélange d'espèces, vous en avez parlé aussi ce matin, ou le mélange de variétés, le mélange variétaux. Les mélanges variétaux, c'est quelque chose qui est utilisé par les agriculteurs depuis très longtemps, bien avant même qu'il y ait la naissance du concept d'agroécologie. Et c'est quelque chose qui a été très étudié par les agronomes. Donc là, ce que vous voyez sur le graphe ici, c'est un graphe que Pauline vous a déjà montré ce matin à gauche. C'est une méta-analyse qui a en fait compilé toutes les publications sur les mélanges variétaux et qui a regardé la distribution des rendements relatifs des mélanges dans ces études. Donc, le rendement relatif d'un mélange, c'est juste la différence entre la productivité du mélange et la productivité moyenne de ses composantes quand elles sont cultivées en pur. Ouais. Tout à l'heure, on a fait une relation positive pour la production primaire. Oui. La production primaire, c'est la biomasse totale. Oui. Est-ce que c'est la même pour la biomasse? Alors, c'est vrai qu'en écologie, les gens ne s'intéressent pas tellement à ça. Ils s'intéressent surtout à... Ce que je me demande, c'est qu'elle n'existe pas forcément pour des ressources qui... Exactement. Et la partie végétative. Ouais. Parce que je pense à la compétition, on a toujours intérêt à faire plus de végétation, d'aller au-dessus, ouais. dans la lumière, donc ça fait plus de biomasse. Mais en rendement, c'est une très bonne remarque. Et en fait, c'est des questions qui se posent en écologie, ce compromis entre croissance végétative et performance reproductrice. Mais c'est vrai que quand même, en écologie, les gens ont tendance à mesurer le fonctionnement d'un écosystème par la productivité primaire, parce que c'est ce qui est à la base des écosystèmes. Si tu penses aux relations trophiques, après, c'est les herbivores qui vont consommer cette biomasse, puis la biomasse va être recyclée. Donc, c'est vraiment la biomasse qui intéresse les gens dans les écosystèmes naturels. Et cette question de la reproduction et des graines et tout ça reste assez secondaire. Mais c'est une des limites exactement, tu as 100% raison, quand on fait ce parallèle entre écosystème naturel, écosystème cultivé et qu'on passe à des espèces cultivées où on raisonne en termes de graines, c'est une des premières choses à laquelle on peut faire attention, c'est de se dire peut-être que la transition n'est pas immédiate parce qu'on parle déjà pas des mêmes processus écophysiologiques et des mêmes organes, en fait, tout simplement. Exactement. Ouais. Exactement. Mais là, pour autant, ce que je vous montre là, c'est des résultats sur les espèces céréales, type céréales. Donc, je sais plus ce qu'ils ont intégré dans cette analyse. Il y a au moins orge et blé, il y a peut-être avoine aussi. Et donc, dans cette analyse-là que vous a montré Pauline, on retrouve quand même cet effet positif de la diversité, puisque vous voyez le petit point noir en haut, il est sur la droite de la ligne médiane. Donc, ça veut dire que en moyenne, parmi toutes les études qui ont été analysées dans cette méta-analyse, qui est une des plus complètes à ce jour, les mélanges apportent un gain d'ordre de 2 à 5%, même sur les parties, même sur les graines. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une énorme variabilité. On est quasiment sur du 50-50 avec 50% des études qui nous montrent que les mélanges sont moins productifs que leurs composantes pures et 50% des études qui disent que les mélanges sont plus productifs. Donc, ce qu'on voit, c'est que la performance des mélanges, en fait, elle est très variable. Et à ce jour, en fait, on est toujours en train, c'est tout le but de programmes comme Mobidiv et d'autres programmes de recherche, on essaye de comprendre ce qui explique cette variabilité. Et à ce jour, on n'est pas capable de prédire la performance d'un mélange. Et ça, c'est aussi un frein au développement des mélanges. Et c'est un frein au développement du conseil technique sur les mélanges, parce que les agriculteurs, ils font leurs mélanges de façon assez empirique. C'est ce que vous disiez, Jérôme, ce matin, ou je sais plus qui parlait de ça. Ils prennent les meilleures variétés, puis ils les mélangent entre elles en disant que le mélange des meilleures variétés sera le meilleur mélange. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a comme règle d'assemblage à donner aux agriculteurs. Tout l'objectif des recherches qu'on mène tous, c'est d'essayer de comprendre cette variabilité-là.
Et ce que je vais essayer de vous montrer dans la présentation de cet après-midi, c'est que, en fait, en agronomie, on est un peu dépourvu de concepts et de théories pour essayer de comprendre ça. L'agronomie est restée très descriptive sur ces questions-là. Il y a la majorité des études, en fait, les gens ont fait pousser des mélanges, ils ont fait pousser des monocultures, ils ont comparé les deux et ils ont fait le genre de distribution que je viens de vous montrer. Désolé. Et désolé, je t'ai pas silencieuse là. et, et donc en fait, ouais, voilà, l'agronomie est un peu dépourvue de concepts théoriques. Il y a beaucoup d'outils statistiques, il y a toutes les connaissances de terrain en agronomie, les essais dans différentes conditions de ressources, etc. Là, il y a plein de connaissances qui ont été produites sur les mélanges. Mais en fait, ces dernières années, les publications scientifiques sur les mélanges ont même plutôt tendance à décliner parce que les gens ont l'impression qu'ils ont fait un peu le tour de la question. C'est variable, en moyenne, il y a un gain de rendement, mais bon, voilà, c'est tout. Donc là, ce que je veux vous montrer, et moi, c'est un peu tous les travaux que j'ai essayé de développer pendant ma thèse, c'est d'essayer d'aller chercher des théories et des concepts qui sont issus de l'étude des écosystèmes naturels pour mieux comprendre ce qui se passe dans les agrosystèmes. Donc, de l'étude des écosystèmes naturels, on sait et on a déjà décrit des mécanismes qui permettent aux écosystèmes naturels d'avoir des interactions positives entre les espèces qui les composent. Donc, ici, c'est juste des exemples que je vais vous présenter. Il y en a d'autres. Timothée vous en a parlé, par exemple, d'autres mécanismes que je ne vais pas illustrer ici. Mais un, par exemple, des mécanismes d'interaction positive qui est connu dans les écosystèmes naturels et qui a été grandement étudié, c'est la complémentarité de niche. Je vous en ai parlé au tout début par rapport à la coexistence entre les espèces. Je vous ai dit que les écosystèmes pouvaient accueillir des nouvelles espèces si elles occupaient une zone différente de la niche. Mais le fait qu'elles occupent une zone différente de la niche, ça permet aussi aux écosystèmes les plus diversifiés d'être plus productifs que des écosystèmes moins diversifiés. Parce qu'en fait, les génotypes ou les espèces qui ont des besoins en ressources différents, par exemple, ils vont moins entrer en compétition les uns avec les autres et en fait, ils vont utiliser le pool de ressources globales de façon plus optimale et de façon plus avancée, et ce qui va aboutir, in fine, à une productivité supérieure des écosystèmes les plus diversifiés. Donc ici, je vous ai mis un exemple emblématique de complémentarité de niche qui est utilisé dans tous les textes d'écologie. C'est un exemple dans lequel vous avez deux génotypes qui ont des profondeurs de racinement différentes, avec un génotype qui va plutôt utiliser les ressources dans les horizons superficiels du sol et l'autre qui va plutôt utiliser les ressources dans les horizons profonds. Donc, et ça, c'est une forme de complémentarité. On peut aussi avoir, c'est de la complémentarité spatiale dans ce cas-là. On peut aussi avoir de la complémentarité temporelle d'utilisation des ressources avec un génotype qui, par exemple, a son pic de besoin en azote à une certaine date et le génotype qui est cultivé en mélange avec lui a son pic de besoin en azote 3 ou 4 semaines plus tard, ce qui peut laisser le temps éventuellement aux micro-organismes qu'il y a dans le sol de minéraliser plus d'azote. Vous pouvez comme ça imaginer plusieurs types de mécanismes de complémentarité de niche. Il y a un autre type d'interaction positive qui est central en écologie, qui est souvent présenté au même titre que la complémentarité de niche. En tout cas, on pense que son importance dans les écosystèmes naturels est aussi importante que la complémentarité de niche, c'est la facilitation écologique. Dans ce cas-là, la facilitation, c'est pas vraiment une interaction dans laquelle les deux partenaires, si on raisonne en termes, je vais souvent raisonner aujourd'hui en faisant des interactions simplifiées à deux partenaires. C'est juste une approche pour vous expliquer, une approche pédagogique, mais bien sûr dans les écosystèmes il y a toujours plus que deux partenaires. Et donc la facilitation, elle résulte en fait d'un effet, on pourrait dire passif, c'est juste le fait que quand un génotype est présent, il va entraîner une modification de l'environnement local qui va bénéficier au génotype qui pousse à côté de lui ou à l'espèce qui pousse à côté de lui. Donc, par exemple, on sait qu'il y a des plantes qui protègent d'autres plantes de la chaleur ou du gel juste par le fait qu'elles fournissent un abri, en fait, avec leur, par exemple, si elles ont des feuilles larges au ras du sol, il y a d'autres plantes qui peuvent pousser sous ces feuilles et être abritées du froid ou de n'importe quel stress abiotique. Ça, c'est ce qu'on appelle la facilitation. Il y a d'autres exemples où, par exemple, vous avez certains génotypes qui sont capables d'acidifier le sol en produisant certains composés métaboliques secondaires. Cette acidification locale, elle va pouvoir rapprocher le sol du pH optimal d'un autre génotype qui poussait là à côté, qui n'était peut-être pas à son pH optimal. Et ça, en fait, ça n'a pas tellement d'impact pour le génotype qui produit les molécules dans le sol, c'est surtout un bénéfice pour celui qui pousse à côté qui en bénéficie. Donc on sait qu'il n'y a pas que des interactions positives entre les plantes. Timothée vous a parlé ce matin d'allélopathie de compétition, donc c'est les deux exemples que je vais vous présenter ici. L'allélopathie, c'est vraiment un cas emblématique d'interaction négative entre les plantes, qui est lui, pour le coup, un des exemples qui est assez étudié en agronomie, mais pas tellement dans le cas des mélanges variétaux, ni même des mélanges d'espèces. Il est surtout étudié, si vous lisez la littérature sur les interactions entre les espèces cultivées et les mauvaises herbes. En fait, l'allélopathie, c'est la production de composés chimiques dans le sol ou dans l'air qui vont être toxiques pour une autre espèce ou pour un autre génotype.
Donc, il y a même des sélectionneurs qui travaillent sur le fait de sélectionner des génotypes qui ont une activité allélopathique forte pour lutter contre certaines mauvaises herbes qui sont sensibles à ces composés allélopathiques. Donc ça, vous pouvez imaginer, par exemple, que dans un mélange d'espèces ou un mélange variétal, ben, il peut éventuellement y avoir un génotype qui a une activité allélopathique toxique pour un autre génotype. Et enfin, ben, la forme d'interaction négative la plus emblématique, celle dont vous a parlé Timothée ce matin avec les poulets, les becs, les poulets pour lesquels on est obligé de couper les becs, c'est la compétition pour les ressources. Et ça, c'est une forme d'interaction qui est primordiale chez les plantes, c'est la principale, puisque les plantes sont immobiles, et donc elles ont dû évoluer des stratégies pour arriver à acquérir leurs ressources dans des environnements compétitifs, puisqu'elles ne peuvent pas s'enfuir d'un endroit où elles ont un voisin avec lequel la compétition est forte pour les ressources. Donc en fait, si vous avez dans ce cas-là, par exemple, un écart de hauteur très fort entre deux génotypes, le génotype le plus grand, il acquiert une quantité disproportionnée de la ressource lumineuse, mais en fait, le deuxième génotype va avoir une performance moins élevée et éventuellement peut même arriver jusqu'à ne pas produire de graines du tout. Et en fait, dans la balance des deux effets, entre ce que gagne le génotype le plus haut et ce que perd le génotype le plus petit, ben, on peut avoir un effet net qui est négatif, c'est-à-dire une perte de rendement par rapport à une monoculture du grand ou à une monoculture du petit. Ce qui est assez pervers, entre guillemets, avec cet effet de compétition, ça c'est Hélène qui vous a parlé ce matin, elle vous a parlé de tragédie des communs, c'est que cet effet il peut être négatif à un instant T, mais après, si vous envisagez un système qui évolue, donc par exemple un mélange variétal qui est ressemé génération après génération, vous avez par exemple un grand génotype et un petit génotype que j'ai appelé ici un génotype à forte aptitude à la compétition, le vert foncé, et le vert plus clair, jaunâtre, c'est faible aptitude à la compétition. On sait que si ce mélange-là il est ressemé génération après génération, c'est le grand génotype qui va envahir la population et le petit il va se faire éliminer. Donc à la fin, vous avez une situation où il n'y a plus que les grands génotypes. Et en fait, on appelle ça une tragédie des communs parce que à l'arrivée, la compétition entre les plantes est très très forte. Toutes les plantes investissent les ressources dans les structures de soutien, les structures végétatives, et investissent plus de ressources ou très peu dans les grains. Elles investissent toujours dans les grains, mais leur investissement relatif entre les grains et les parties végétatives a été complètement contrebalancé. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une tragédie des communs, parce que c'est une trajectoire évolutive qui est quasiment innée. On peut pas dévier de cette trajectoire-là. Chaque génotype va essayer d'acquérir un maximum de ressources pour lui. Et donc au final, ça va aboutir ça peut aboutir dans les populations naturelles à une extinction des populations. Et juste pour vous montrer qu'en agronomie, ça c'est connu depuis longtemps, même si c'était pas. Donc ça, la tragédie des communs, c'est une théorie qui a été formalisée en 1968. Et la même année, ici, vous avez une étude par des gens de l'IRI. Donc l'IRI, c'est une structure internationale qui fait de la sélection sur le riz, qui existe encore. Vous avez peut-être fait des stages là-bas ou à mon époque. J'ai oublié de vous dire que je suis passé en affimètre en 2016. Et dans notre promo, il y avait des gens qui faisaient des stages dans cet institut. Henri, qui était passé là-bas. Et donc, en fait, ça, c'est une expérience de gens, de sélectionneurs à l'IRI qui ont fait des mélanges variétaux de riz et qui ont ressemé ces mélanges pendant 4 années d'affilée. Donc, ce que vous avez, c'est un mélange de 5 variétés. Sur la gauche, vous avez les rendements des 5 variétés quand elles sont cultivées en monoculture. Donc, vous voyez que TN1, c'est la plus productive et BJ, c'est la moins productive. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est qu'en 1963, ils ont fait un mélange des 5 variétés à 20% de chaque variété et ils ont suivi la composition du mélange pendant les 5 années. Et vous voyez que sans surprise, la variété qui envahit le mélange, c'est BJ. Et donc, en fait, c'est la variété la moins productive. Donc là, vous avez à la fin un mélange qui est une productivité complètement nulle. Et c'est exactement une tragédie des communs qui est reportée dans ce papier-là. Là, on part sur le principe que les plantes sont toutes égoïstes, elles essaient d'accaparer un maximum de ressources. Ouais. Est-ce que, j'avais bien une dessus aussi, est-ce que les plantes altruistes, alors, je ne vais pas te répondre parce que c'est dans les diapos juste après. Mais du coup, c'est exactement ce que tu veux dire là. Donc, classiquement, dans la littérature, les gens parlent pas d'altruisme et d'égoïsme pour les plantes. C'est un vocabulaire qui a été conceptualisé chez les animaux. Mais c'est exactement ce qui se passe là, en fait. Si les gens voyaient ça dans un groupe intraspécifique d'animaux, ils diraient que la stratégie qui envahit, c'est la stratégie égoïste. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. C'est le fait qu'on peut prédire à l'avance que c'est la stratégie égoïste qui va envahir le groupe. Et on a des techniques pour essayer que ça n'arrive pas. La sélection de groupe est une technique pour faire ça. La séparation des effets génétiques directs et indirects, c'est une autre technique pour faire ça. Et pour le moment, là, vous êtes vraiment sur des fronts de recherche en agronomie. Ce que vous a présenté Timothée ce matin, la sélection de groupe et tout chez les plantes, c'est des choses qui sont
publiées et que les gens ont commencé à prendre ces concepts des animaux pour les appliquer chez les plantes que très récemment, en fait. C'est ce que j'essayais de vous dire au début. En fait, ces études agronomiques, elles sont très descriptives. Vous regardez tous les papiers sur les mélanges jusque dans les années 90-2000, c'est des études comme ça, en fait, où là, ils ont fait un mélange et puis dans le papier, ils reportent comment la composition du mélange évolue. Mais il n'y a pas de matière à réfléchir sur qu'est-ce qui fait que telle variété en va y mélanger. Mais il y a un agronome qui a identifié ça assez tôt, en fait, qui s'appelle Donald. Vous avez mis sa photo ici. Et la même année, 1968, vous voyez que tout ça se passe à la fin des années 70. Il y a un alignement de, en fait, je pense qu'il y a plusieurs champs de la biologie qui convergent vers ces idées-là. Et Donald, en fait, ce qu'il dit, c'est, il dit aux sélectionneurs qu'il faut qu'ils arrêtent de chercher à sélectionner des variétés qui sont très grandes et très productives à titre, au niveau de la plante individuelle. Il faut au contraire qu'ils fassent quelque chose qui peut paraître assez contre-intuitif. Il faut qu'ils sélectionnent des variétés qui sont toutes petites, qui font qu'un seul épi, qui ont des toutes petites feuilles et qui ont des toutes petites racines. Et en fait, pourquoi? Parce que ces variétés-là, vous pouvez les cultiver à très forte densité sans payer le coût de la compétition intraspécifique. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'idéotype de Donald. C'est un papier très connu de Donald où il décrit, il fait le portrait robot de la variété de blé idéale. Donc vous pouvez aller voir cette référence. Il y a un petit dessin dans le papier que je vous ai pas remis ici où si vous voyez le portrait qu'il a fait, on dirait que c'est une plante qui est prête à crever, en gros, qui est toute petite, qui a des toutes petites feuilles et qui est pas belle du tout, en fait. Donc on peut penser que les sélectionneurs, ils retiendraient jamais une plante comme ça, en fait, a priori, parce qu'elle a pas l'air belle et productive du tout. Lui, son idée, ça a été de renverser ça et de dire, ben, en fait, les traits qui sont optimales pour la productivité de groupe, c'est l'opposé des traits qui sont optimales pour la productivité individuelle. Du coup, il faut que vous sélectionnez pour des plantes peu compétitives dans donc, il avait bien contextualisé son propos, c'est dans des agrosystèmes à très forte densité avec des apports d'intrants suffisants. Et donc là, ça pose la question, ce que proposait Donald, comment on fait pour sélectionner ces phénotypes qui ne sont pas du tout optimaux pour les individus, puisqu'ils sont optimales pour la stratégie de groupe, mais ils ne sont pas du tout optimales à titre individuel. Autrement dit, cette plante jaune-là, dans un groupe avec des plantes vertes, elle n'a aucune chance. Donc comment on fait pour les sélectionner et les retenir? Et c'est là que la biologie évolutive, en fait, apporte des réponses qui sont intéressantes, parce que dans les années 60 aussi, un petit peu plus tôt, il y a un biologiste qui s'appelle Hamilton qui a observé que chez les animaux, il y avait des phénotypes qui n'étaient pas optimaux pour les individus, mais qui étaient pourtant maintenus dans les écosystèmes naturels depuis des milliers d'années, notamment chez les insectes eusociaux, donc les fourmis par exemple, les abeilles, les guêpes, ces insectes qui vivent en colonie où les individus coopèrent pour maximiser leur reproduction justement à l'échelle du groupe. Et dans ces écosystèmes animaux, la grande majorité des individus est stérile. Si vous prenez une colonie d'abeilles, toutes les ouvrières chez les abeilles, elles sont stériles, elles ne produisent pas de descendants. Elles passent leur vie, en fait, à aider la reine à se reproduire. Donc, elles prennent soin des œufs, des larves, etc. Elles vont chercher à manger, elles nettoient et tout ça. Mais elles ne se reproduisent pas. Donc ça, Hamilton et d'autres biologistes, vous imaginez bien que ça pose une question fondamentale en évolution. Jusqu'ici, Darwin dit que seuls les phénotypes qui permettent aux individus de maximiser leur pouvoir reproducteur sont maintenus par l'évolution. Les phénotypes qui sont les moins compétitifs, en gros, sont éliminés. Donc, comment se fait-il que ce phénotype-là où les individus se reproduisent pas du tout, ils ont zéro descendant, ils soient maintenus par les processus évolutifs? Et donc, ce type de phénotype, chez les animaux, on appelle ça les phénotypes altruistes. C'est un phénotype qui diminue la reproduction de l'individu qui l'exprime, mais qui augmente la reproduction de l'individu qui en bénéficie. Donc, par exemple, les ouvrières, elles ont une reproduction nulle, mais elles aident la reine, qui est leur mère souvent, à se reproduire. Et donc Hamilton, il a résolu ça, et ça a été vraiment une contribution majeure à la biologie évolutive. Il y a des gens qui disent que c'est la contribution majeure la plus récente qu'on a à la biologie évolutive, c'est cette règle d'Hamilton que je vous ai mis ici. En fait, c'est la théorie de sélection de parentèle, ou la kin selection theory en anglais. Hamilton, il a dit que ces phénotypes altruistes, ils pouvaient être maintenus que s'il y avait un apparentement fort entre l'individu qui exprime le phénotype altruiste et l'individu qui en bénéficie. Autrement dit, en termes plus statistiques et mathématiques, il a produit cette règle qui s'appelle la règle d'Hamilton. Il a montré que si le coût, en termes de, donc là, je parlais de coût et de bénéfice, c'est en termes de fitness. Donc si le coût pour l'individu qui exprime le phénotype altruiste est inférieur au bénéfice reçu par l'individu qui bénéficie du phénotype altruiste, donc si le coût est inférieur au bénéfice pondéré par l'apparentement entre l'individu qui exprime le phénotype et l'individu qui en bénéficie,
À partir de ce moment-là, quand cette règle est vérifiée, les phénotypes altruistes peuvent augmenter en fréquence dans la population et être maintenus, être fixés. Donc, pour vous l'expliquer autrement, cette règle, on dit souvent que c'est une règle qui réexplique l'évolution du point de vue des gènes et non du point de vue des individus. Du point de vue d'un gène, pour l'évolution, ça consiste à la sélection. Les gènes qui sont sélectionnés, c'est ceux qui laissent plus de copies d'eux-mêmes que des versions alternatives de ce même gène d'une génération à l'autre. Et pour qu'un gène laisse beaucoup de copies de lui-même à la génération suivante, il a deux stratégies en gros. Soit il augmente la reproduction de l'individu qui porte le gène, soit il aide cet individu à augmenter le pouvoir reproducteur des individus apparentés. Et ces individus apparentés, comme ils sont apparentés, ils portent le même gène. En fait. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'a dit Hamilton. En fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fitness inclusive. Timothée vous en a parlé ce matin. La fitness pas inclusive, c'est en gros quand je ne considère que le pouvoir reproducteur de l'individu qui porte le gène. Et en fait, l'individu qui porte le gène, il a aussi un effet sur la fitness des autres. Et comme les autres individus peuvent partager les mêmes gènes que lui, eh bien, en fait, il peut augmenter la fitness de tout le monde, y compris des copies de gènes identiques chez ses apparentés. Donc ça, c'est la sélection de parenthèse qui explique le maintien des phénotypes altruistes. Et donc, c'est exactement ta remarque de tout à l'heure. Si on repense à l'idéotype de Donald et qu'on le recontextualise dans cette théorie de sélection de parentèle, en fait, il a toutes les caractéristiques d'un phénotype altruiste. C'est un phénotype qui est coûteux pour les individus qui l'expriment, mais qui apporte un bénéfice au groupe. Quand tous les individus du groupe partagent de ce phénotype-là, c'est là qu'on maximise la productivité du groupe, donc les rendements dans notre cas. Donc, il y a plein d'auteurs au début des années 2000 qui ont fait ce parallèle entre ce qu'on a observé chez les insectes sociaux et ce qui se passe dans les agrosystèmes. Et ils ont dit, bah, finalement, c'est la même chose. On a un groupe d'individus de la même espèce et on essaye de maximiser la productivité d'un groupe. Du coup, on peut utiliser la sélection parentale et la kin sélection pour maximiser les rendements dans les champs. Donc, ouais, une question. Ça, c'est une petite aparté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'Hamilton, dans ses papiers fondateurs, il a parlé de deux types d'altruisme différents. Je vous les présente juste et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en gros, il a expliqué il était possible qu'il évolue deux formes d'altruisme. Un altruisme obligatoire, qu'on appelle aussi sans reconnaissance. C'est un altruisme qui est exprimé par les individus, quel que soit leur environnement social. Donc, en gros, si c'est des abeilles qui aident d'autres abeilles, elles vont toujours aider les abeilles qui sont autour d'elles, peu importe quelles sont ces abeilles. Donc ça, c'est l'altruisme sans reconnaissance. Il y a aussi une forme d'altruisme avec reconnaissance. Là, les individus qui expriment cet altruisme-là, ils sont plastiques, c'est-à-dire qu'ils vont pas toujours exprimer l'altruisme, ils vont exprimer l'altruisme que quand ils sont avec des individus apparentés. Et en fait, la règle d'Hamilton, elle permet d'expliquer l'évolution de ces deux types d'altruisme. Si vous avez regardé la vidéo d'Hélène dans les capsules qu'on vous a communiquées avant le TD, elle explique les résultats d'une expérience qu'on a fait ici au labo à Montpellier, où on a testé l'altruisme avec reconnaissance chez des variétés de blé qui étaient issues d'agrosystèmes traditionnels du Maroc. Donc, elle a essayé de voir si les variétés de blé changeaient leur hauteur en fonction des voisins qu'elles avaient, si elles changeaient plus ou moins leur hauteur en fonction de l'apparentement avec les variétés voisines. Donc, je vous renvoie à la vidéo pour que vous voyez comment on peut tester ça chez les espèces cultivées. Donc, si je reviens à mon graphique, on va dire très descriptif, issu des travaux en agronomie sur les mélanges, vous voyez que maintenant, on a des théories qui nous permettent d'expliquer à la fois pourquoi les mélanges peuvent être moins performants que les monocultures et pourquoi les mélanges peuvent être plus performants que les monocultures. On a tout un tas de mécanismes comme l'allélopathie ou la compétition qui nous prédisent que les différences entre les variétés vont avoir plutôt un impact négatif sur la productivité du groupe. Alors qu'on a des théories comme la complémentarité et la facilitation qui prédisent à l'inverse que si les variétés sont différentes, par exemple sur leur profondeur racinaire, plein d'autres exemples, ça va avoir un impact positif sur la performance des mélanges. Donc, jusqu'ici, ça ne nous aide pas à expliquer ça. Ça nous donne juste des théories qui peuvent expliquer les deux côtés de cette pièce qui sont les cas où les mélanges sont plus performants que les monocultures ou moins performants que les monocultures. Maintenant, la question, c'est comment on détecte ces effets dont je viens de vous parler dans des parcelles de mélange, par exemple. Comment on quantifie leur importance relative? Parce que, par exemple, vous pouvez imaginer qu'il y a un mélange où les deux variétés ont des profondeurs racinaires différentes, ce qui peut donner lieu à de la complémentarité, mais en même temps, par exemple, les variétés produisent dans le sol des composés allélopathiques qui sont toxiques l'une pour l'autre. Donc, c'est pas tout ce que je vous ai présenté ce matin, c'est pas il se passe ça, il se passe pas ça, c'est juste des concepts qu'on peut essayer d'utiliser et tester dans un vrai mélange. On peut voir s'ils ont lieu ou pas, mais
Ils sont pas exclusifs les uns des autres. Et après, une fois qu'on a réussi à répondre à ces questions-là, est-ce qu'on peut éventuellement, au-delà de la description, est-ce qu'on peut mobiliser ces mécanismes-là dans des mélanges? C'est-à-dire, si on sait que telle et telle variété vont avoir de la complémentarité de ressources, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner un mélange dont on est sûr qu'il y aura de la complémentarité de ressources entre les variétés? Je vais essayer de vous montrer maintenant que il peut être très intéressant d'adopter une approche, une entrée génétique pour essayer de comprendre les bases génétiques de ces mécanismes-là. Puisque si on met en évidence les bases génétiques, ben déjà, on a une compréhension qui est plus mécaniste et moins descriptive. Si on connaît les gènes qui sont impliqués, on va pouvoir trouver les mécanismes moléculaires, les bases écophysiologiques de ces interactions. Et puis, surtout, on va pouvoir les mobiliser en sélection, puisque ce que manipule le sélectionneur, c'est la génétique, les croisements, les marqueurs, etc. Donc, la philosophie, c'est de se dire que les différences entre les variétés, dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, je vous ai parlé que de phénotypes. Je vous dis, par exemple, elles ont des racines à des profondeurs différentes, elles produisent des molécules qui ont des pH différents, etc. Vous savez, en apimètre, que le phénotype, il est en partie causé par le génotype et en partie par l'environnement. Et donc, plutôt que de s'intéresser aux différences phénotypiques entre les variétés, ben, on peut s'intéresser à leurs différences génétiques. Et on peut regarder à plein d'endroits du génome, est-ce qu'elles sont pareilles, est-ce qu'elles sont pas pareilles, les variétés que j'ai dans le mélange. Et en fonction de si elles sont pareilles ou si elles sont pas pareilles, c'est-à-dire si elles ont le même allèle ou si elles n'ont pas le même allèle, est-ce que ça a un effet positif ou négatif sur la productivité des mélanges? Donc, plutôt que de se demander comment les différences phénotypiques impactent la performance des mélanges, on se demande comment les différences génétiques entre les individus affectent la performance des mélanges. Et donc, pour faire ça, on va le faire locus après locus, comme dans une GWAS classique, une démarche de génétique d'association classique. Et pour vous montrer à quel point c'est similaire, en fait, philosophiquement à l'approche GWAS, je vais juste vous faire un rappel théorique et méthodologique sur la GWAS ici. Donc, vous avez eu les cours déjà sur la génétique d'association? Bon, voilà, c'est tout frais en plus. Donc, en GWAS, vous savez que ça, c'est un outil qui est fondamental pour vous, mais qui est fondamental en biologie en général. Le but de la GWAS, c'est juste une analyse statistique, d'accord? Et le but de la GWAS, c'est d'identifier une association statistique entre une variation allélique à une zone du génome et une variation phénotypique. Et quand on a identifié cette variation allélique, ben, on peut aller voir sur le génome qu'est-ce qu'il y a comme gène autour de ce marqueur. Et du coup, quels sont potentiellement les gènes impliqués dans le déterminisme du caractère. Pour faire une GWAS, typiquement, vous utilisez une population de génotypes qui sont diversifiés, c'est-à-dire qu'il y a une valeur phénotype différente. Vous ayez de la variation sur le phénotype, sinon vous n'avez jamais trouvé de pic associé à votre caractère. Et on cherche au maximum des populations qui ont un déséquilibre de liaison faible, ce qui va vous permettre d'identifier des zones du génome assez fines et de localiser potentiellement les gènes impliqués avec une forte précision. Donc, en plus de ces génotypes, sur lesquels vous allez mesurer le caractère d'intérêt, il vous faut une information de polymorphisme, donc par exemple des marqueurs SNP qui vont être distribués tout le long du génome, et sur chaque marqueur, pour chaque génotype, vous allez savoir quel allèle porte quel génotype tout le long du génome. Et après, pour tous les loci auxquels on dispose d'une information de polymorphisme, vous allez tester comment ce polymorphisme est associé au caractère d'intérêt, avec un modèle statistique. Donc, là, c'est un modèle de GWAS très simplifié, c'est juste pour vous montrer la philosophie. Ce que vous faites dans une GWAS, c'est juste fitter ce modèle-là à chaque locus et reporter et regarder la p-valeur qui est associée à ce test à chaque locus. Donc, dans ce test-là, vous voyez que vous avez imaginez ici, par exemple, vous avez une population de lignées pures avec une information de polymorphisme, sur grand L SNP biallélique. Vous avez ici, dans l'équation, le phénotype de la lignée I qui est exprimé comme une fonction linéaire de la valeur allélique de la lignée I au SNP-L. Donc là, le modèle, il est écrit pour le SNP-L. Et l'effet qui nous intéresse, c'est le bêta, qui est la pente de régression du phénotype sur la valeur allélique au SNP-L. Donc, par exemple, si je prends un premier SNP, le SNP-L1, dans ce cas-là, il n'est pas associé au caractère. Vous voyez que j'ai le caractère sur l'axe des Y, sur l'axe des abscisses, j'ai les deux génotypes possibles au SNP. On va dire que les génotypes s'appellent A et B. Il n'y a que des homozygotes ici puisque on prend des lignées pures, d'accord? Et donc là, vous voyez que les deux groupes d'homozygotes ont en moyenne le même phénotype. Donc la variation allélique en passant de A à B n'est pas associée à la variation phénotypique. Donc là, dans une GWAS, vous diriez que ce SNP-là, il n'est pas associé au caractère. À l'inverse, si je passe à ce SNP, arbitrairement, j'ai appelé le L53,
vous voyez que vous avez un écart fort entre les deux génotypes à ce SNP-là. La GWAS vous dirait que ce SNP-là est statistiquement associé à votre caractère. C'est très simplifié, hein. Je sais que vous avez dû voir les choses bien plus en profondeur, mais c'est juste pour vous montrer maintenant ce qu'on peut faire quand on passe aux interactions plante-plante. Vous allez voir que c'est très proche de ça, en fait. Cette fois-ci, on n'essaye plus d'identifier les zones du génome qui associent un caractère sur une plante isolée ou un génotype isolé. On essaye d'identifier des zones du génome pour lesquelles les différences alléliques entre les individus sont associées au phénotype du groupe. Donc cette fois-ci, vous avez plusieurs plantes en interaction. On mesure le phénotype à l'échelle du groupe, par exemple le rendement, et on regarde comment les différences alléliques entre les individus du groupe affectent les rendements. Pour ça, on peut utiliser une population qui est la même que celle des populations classiquement utilisées en GWAS. Donc, on essaye d'avoir des génotypes diversifiés, un faible déséquilibre de liaison. Par contre, cette fois-ci, les lignées, il ne faut pas les évaluer en monoculture. Il faut faire des groupes et des mélanges de génotypes pour voir comment la composition allélique d'un mélange affecte sa performance. Et après, ensuite, pour tous les loci auxquels on dispose d'une information de polymorphisme, on va tester l'effet de la diversité allélique entre les individus d'un groupe sur le caractère du groupe. Statistiquement, ça se traduit comme ça. Donc là, c'est volontairement que je vous le mets là. Vous voyez que le modèle, c'est exactement le même que tout à l'heure. Okay, c'est juste que les lettres ne veulent plus dire la même chose. Là, on imagine un cas où on évalue une population de couples de lignées, donc des lignées qui sont évaluées 2 par 2. C'est ce que vous allez faire dans le TD juste après. C'est ce que moi j'ai fait dans mes travaux et c'est ce que tout le monde fait jusqu'à maintenant parce que ce que disait Elsa ce matin, on commence par des choses simples avant de passer aux choses plus compliquées. Donc là, vous avez le phénotype du couple I, par exemple le rendement d'un couple de lignées, qui est expliqué comme une fonction linéaire de nombre d'allèles au SNP-L dans le couple I. Donc, comme vous avez un couple de lignées, dans un couple de lignées, il y a soit un allèle, les deux lignées ont le même allèle, soit il y a deux allèles, les deux lignées ont un allèle différent. Okay, c'est très simple. Donc ça, c'est une variable qui vaut soit 1, soit 2, soit le même allèle, soit deux allèles différents. Et donc, ce qu'on va essayer de chercher, c'est les locus auxquels la pente bêta est significativement différente de 0. Donc là, on va commencer, je vous mets ici, par exemple, imaginez qu'on a fait une expérience avec des couples de lignées, vous avez tous les couples monoalléliques, c'est-à-dire c'est les couples de lignées où les deux lignées avaient l'allèle A sur la gauche, et les couples de lignées où les deux lignées avaient l'allèle B sur la droite. Et donc là, au milieu, le petit trait où je vous mets phénotype moyen des couples monoalléliques, c'est la valeur moyenne du phénotype dans tous les couples dans lesquels il y a un seul allèle. D'accord? Donc là, pour le moment, on regarde que ce qui se passe quand il y a qu'un seul allèle dans les couples. Maintenant, il y a aussi des couples où il y aura deux allèles différents. Donc là, par exemple, des couples où il y a un génotype qui a l'allèle A, l'autre génotype qui a l'allèle B. Et vous voyez que pour ce marqueur-là, le marqueur L1, le phénotype des couples bialléliques, il est strictement égal à la moyenne des phénotypes des couples monoalléliques. Donc ça doit vous rappeler les effets de dominance chez les hybrides. Là, en gros, il n'y a pas de dominance, il n'y a pas d'interaction entre les allèles A et B, puisque le mélange de AB est juste égal à l'additif entre A et B. Il n'y a pas de déviation à l'additivité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les allèles A et B. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de la diversité allélique à ce SNP-là en question. Mais on peut imaginer aussi une situation où les couples dans lesquels les deux lignées ont un allèle différent, un autre SNP, par exemple ici c'est le SNP 22, là vous avez des couples bialléliques qui sont plus productifs que l'attendu sur la base des couples monoalléliques. Et ça, par exemple, ça peut être dû au mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la complémentarité, de la facilitation. Si vous avez un SNP qui associe un gène qui code pour la profondeur racinaire, par exemple, que l'allèle A il est associé à des racines courtes et que l'allèle B il est associé à des racines longues, et qu'on pense qu'il y a une complémentarité entre deux types racinaires, on s'attend à observer ce résultat-là. D'accord? À l'inverse, si on a un autre SNP, par exemple ici le 58, qui est associé à une interaction négative entre les variétés, on s'attend à observer ce patron-là, c'est-à-dire un phénotype moyen des couples bialléliques inférieur à la moyenne des phénotypes des couples monoalléliques. Donc ça, c'est ce qui se passe si vous avez de la compétition, de l'allélopathie, de la reconnaissance intraparenté, qui ne sont que des exemples. Après, du coup, l'intérêt de ces approches, c'est qu'une fois qu'on a identifié un SNP qui est associé comme ça, on va voir autour de ce SNP quels sont les gènes qui sont présents sur le génome et est-ce qu'on peut relier ces gènes et leurs fonctions à ces mécanismes écologiques dont je vous parlais au début. Ouais. Si on regarde locus à locus, ouais. Je ne vois pas en quoi le fait que ça soit plus pertinent de faire locus à locus que de regarder un locus en interaction avec tous les autres locus du domaine de la
En fait, il peut y avoir des interactions entre les deux génomes qui sont Exactement. Exactement. Alors, ça, je vais te faire la même réponse qu'Elsa tout à l'heure et que pourquoi on fait des coupes de 2 et pas des coupes de 3. En fait, on commence juste avec quelque chose qui est très simple. Et en plus, ça nous permet de faire des liens avec les hypothèses écologiques. Parce que, par exemple, quand je te parle des racines, tu vois, si l'allèle A si ce locus-là, il est associé à la profondeur racinaire, tu t'attends à ce que ces interactions, tu les détectes à un même locus, t'es d'accord? Il faut qu'il y ait un allèle qui code pour les allèles courts, un allèle pour les racines courtes, un allèle qui code pour les racines longues. Donc ça, tu t'attends de fait à ce que ce soit pas des interactions entre un locus sur un génotype et un autre locus sur un autre génotype. Mais je suis d'accord avec toi. On peut aussi imaginer ce cas-là. C'est juste que tu montes d'un cran dans la complexité des interactions qu'on peut étudier. Et pour le moment, là, il y a personne qui a fait ça, ces interactions interlocus. Et c'est Laura qui est en train d'essayer de faire ça dans sa thèse et qui est confrontée en fait à des problèmes statistiques. Je vais demander aussi, parce que Laura, elle est en cours avec nous. Ouais. Elle nous en a parlé. Ouais. Et je me suis demandé la combinatoire que ça peut représenter au niveau statistique. Exactement. Parce que si on a, je vais fait calcul, si on a 50 000 locus, ça fait 2 parmi 50 000 combinaisons possibles. C'est ça. Ça fait plus d'1 milliard de combinaisons statistiques. C'est ça. C'est ça. Mais c'est solvable parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait pour les interactions hautes pathogènes. Donc, il y a des gens qui ont essayé de trouver qu'est-ce qui faisait qu'une interaction entre un hôte et un pathogène était compatible et générait beaucoup de symptômes. Classiquement, ce qu'on fait, nous, par exemple, en tant qu'apimètre, c'est chercher chez la plante des gènes de résistance ou des gènes de susceptibilité. Côté pathogène, ils cherchent des gènes d'infection ou de non-infection. Et en fait, tu peux faire la co-GWAS, c'est-à-dire que tu vas avoir des informations de polymorphisme sur le pathogène, des informations de polymorphisme sur la plante cultivée, et tu vas chercher quels sont les gènes chez la plante cultivée qui entrent en interaction avec les gènes chez le pathogène. Et là, de facto, c'est pas au même locus puisque c'est deux génomes différents, d'accord? C'est le génome du pathogène et le génome de la plante, donc tu peux pas trouver un gène. Mais ils ont quand même ce problème de combinatoire, c'est-à-dire qu'ils testent tous les locus de la plante versus un locus chez le pathogène. Puis après, ils passent à l'autre locus chez le pathogène versus tous les locus de la plante. Et donc, il y a des modèles statistiques qui font ça. Mais c'est pas trivial, et c'est surtout pas trivial de transférer ces modèles-là à des interactions intraspécifiques. Donc ça, c'est vraiment, les gens sont en train de s'atteler à ce problème-là, mais pour le moment, on se limite déjà dans ce qui est publié, dans les papiers les plus récents qui sont publiés. On a les premiers résultats d'interaction monolocus, on va dire. Voilà. Et ouais. Là, je crois, on a fait pousser 2 plantes ensemble, du coup. Ouais, alors pas 2 plantes, mais 2 génotypes. Donc tu vas voir après comment ça se matérialise. Tu peux imaginer des manips, comme Laura vous disait, en pot, où il y a une plante de chaque. Mais les données que vous allez analyser cet après-midi, c'est les données de ma thèse, c'est une parcelle dans le champ, dans lesquelles il y a 2 génotypes en mélange, et il y a une ligne de chaque. Donc il y a une ligne du génotype A, une ligne du génotype B, puis une ligne du génotype A, puis une ligne du génotype B. Et on récolte toutes les lignes du génotype A. Ça nous fait le rendement du génotype A. On récolte toutes les lignes du génotype B, ça nous fait le rendement du génotype B. On fait la somme des deux, et ça nous donne le P qui est sur l'axe des abscisses. Et on sait quel allèle avait le génotype A et quel allèle avait le génotype B. Parce que je me disais, peut-être que une plante AA entourée de bébés, est-ce que l'interaction, elle serait un peu de la même façon qu'une plante bébé entourée de AA? Alors là, pareil, tu attaques un autre niveau de complexité qui est, il y a des gens qui se posent ces questions-là aussi, les histoires de proportions. Nous, on travaille toujours sur des proportions 50-50. Donc, soit on a une plante de chaque, soit on a dans les lignes que je te disais, si dans la parcelle, il y a 6 lignes, il y aura 3 lignes de A, 3 lignes de B. Mais il y a des papiers qui se sont intéressés justement si on détecte un locus dans le génotype A qui a un effet sur le génotype B, à partir de quelle fréquence du génotype A dans la parcelle, on va détecter cet effet sur le génotype B. Et ça, c'est encore, si tu veux tester ça expérimentalement, ça rajoute une couche de combinatoire qui est que tu vas tester toutes les combinaisons de génotypes et tu vas chaque combinaison la tester, par exemple, avec 25-75, 50-50, 75-25, et tu peux imaginer même d'autres proportions. Mais effectivement, biologiquement, on pourrait s'attendre à ce que les interactions n'aient pas les mêmes effets en fonction de la proportion relative des deux comptes. Ouais. L'environnement, parce qu'il y a des effets G pour un voisin, pour l'autre. Ouais, alors ça, par exemple, c'est les manips que Jacques et Pauline ont fait, où ces effets de la diversité allélique, ils les ont testés, tu sais, avec l'abri. Elle vous a parlé, Pauline, de cet abri-là, avec pluie ou sans pluie.
Et alors Jacques, tu peux peut-être mieux répondre que moi sur la répétabilité des effets que vous avez trouvés entre les deux conditions. Est-ce que vos effets étaient spécifiques à certaines conditions? Il y avait les deux. Il y avait les deux. Il y avait des allèles pour lesquels vous avez le standard un peu parallèle entre les deux points. Il y avait des fois de il y avait des effets qui peuvent être positifs en sec, négatifs en ça pose des problèmes de puissance si ça. Ouais. Puis, en fait, ce qui pose des problèmes, c'est toujours ces histoires de combinatoires. Moi, par exemple, dans les manips que j'ai fait, j'ai jamais mis plusieurs niveaux d'environnement parce que je voulais tester plein de combinaisons de génotypes possibles. Et ça occupait déjà un nombre de parcelles que je pouvais pas répliquer dans une deuxième condition. Parce que là, vous voyez, dans une GWAS classique, ce qu'on fait, c'est que vous filtrez souvent les SNP qui sont peu représentés. Vous avez entendu parler de la MAF, la Minor Allele Frequency. Donc, ça veut dire que dans votre population, quand vous faites une GWAS, tous les SNP qui sont présents dans moins de 5% des individus, qui ont leur allèle mineur présent dans moins de 5% des individus, vous les enlevez avant la GWAS. Vous perdez de l'information. Quand on est sur des approches comme ça, il faut vous imaginer que là, vous voulez avoir, pour la combinaison, là, vous avez 3 combinaisons alléliques, 4A, 2A, 2B ou 4B. Pour un locus, vous voulez que, si vous prenez le même seuil de 5%, vous voulez qu'il y ait 5% de vos mélanges au minimum dans la combinaison la moins fréquente. Et en fait, ça va vous enlever encore plus de SNP que ce que vous faites quand vous faites une MAF. Par exemple, pour vous donner une idée sur les données que vous allez regarder cet après-midi, c'est les données issues de ma thèse. La population, on avait 150 000 ou 200 000 dans le PO SNP. Et moi, en filtrant pour ne garder que les SNP pour lesquels mon couple le moins fréquent représentait 5%, ma composition allélique la moins fréquente représentait 5% des couples, je suis passé de 100 ou 200 000 SNP à 15 000. Parce qu'en fait, il y a plein de SNP où vous allez avoir que un mélange qui va être biallélique, par exemple. Vous allez avoir que 2 mélanges qui vont être monoalléliques avec la combinaison B. L'effet des allèles rares, il devient encore plus rare quand vous faites des couples d'allèles rares, quoi. Vous avez 2 fois moins de chances d'échantillonner. Vous faites des doubles échantillonnages pour faire des couples. Donc, un allèle qui est rare, le fait qu'il se retrouve 2 fois dans le même mélange, c'est encore plus rare. Donc, ça décuple les problèmes de statistiques. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, pour l'instant, j'ai jamais répliqué mes manips sous 2 conditions environnementales parce que je voulais explorer un maximum d'allèles le long du génome et pas avoir ça. Une autre technique, c'est d'avoir des mélanges avec plus de composantes, comme ce qu'a fait Jacques, où du coup, il y a des fréquences alléliques qui varient entre 0 et 1/12e. Oui, entre 1/12e et 12/12e, pardon. Voilà. Ouais. Bon, il y a plein de moyens de contrecarrer ces problèmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en travaillant sur les mélanges, on se rajoute des contraintes expérimentales et du coup, c'est pas trivial. Donc ça, je viens de vous l'expliquer avec mes doigts. C'est juste pour vous dire que c'est pas quelque chose qui sort de ma tête, etc. C'est vraiment quelque chose que les gens commencent à appliquer chez les plantes pour comprendre les interactions entre les plantes. Donc là, vous avez une étude, une des premières en fait qui a utilisé ce type d'approche chez Arabidopsis thaliana, qui a été publiée en 2018. Donc c'est une étude dans laquelle les auteurs ont utilisé des lignées recombinantes. Vous savez ce que c'est, les RIL. Donc, ils ont croisé 2 parents, chat et B. Vous voyez en haut à droite, chat en jaune et B en bleu. Et donc, ils ont fait des F1, puis des F2, ils les ont fécondés. Ils ont obtenu plein de lignées homozygotes qui ont un génome mosaïque entre les 2 parents. Et ces 18 lignées, plus leurs 2 parents, ils les ont cultivés en mélange binaire. Encore une fois, des mélanges binaires. Vous voyez. Et ils ont fait donc des mélanges avec 4 plantes. Donc, soit les 4 plantes sont du même génotype, ça c'est une monoculture, soit les 2 plantes en haut à gauche, en bas à droite sont du même génotype et en haut à droite, en bas à gauche sont d'un autre génotype, ça c'est le mélange. Et donc ils ont fait ce dispositif qu'on appelle un demi-diallèle, c'est la même chose que quand vous faites des croisements pour les hybrides, parce que là c'est pas des croisements, c'est juste que les plantes sont cultivées ensemble dans le même pot. Et donc ils ont fait toutes les monocultures avec les 20 génotypes et tous les mélanges binaires. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est comme d'habitude comparer la productivité des mélanges et des monocultures, ce que vous voyez là. Donc, les monocultures sont sur la gauche, c'est la diagonale du dispositif en demi-diallèle, quand les génotypes sont cultivés avec eux-mêmes. À gauche, vous avez les mélanges, et vous voyez que la productivité des mélanges a été statistiquement supérieure à celle des monocultures. C'est vraiment un chouïa, c'est à la limite de la détection statistique, mais on retrouve ce résultat qu'en moyenne, les mélanges sont plus productifs que les monocultures. Mais vous voyez que dans les mélanges, il y a énormément de variations. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut trouver des locus
qui explique pourquoi les mélanges ont été plus productifs que les monocultures. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Tout le long du génome, ils ont utilisé une détection de QTL. Donc, vous savez que les modèles de détection de QTL et les modèles de GWAS, c'est à peu près, à peu de choses près la même chose. Et donc, à chaque locus, ils ont regardé quelle était la productivité en biomasse des couples qui avaient les deux allèles du parent B, qui avaient tous les deux les allèles du parent B, la productivité en biomasse des couples qui avaient tous les deux les allèles du parent S, et la productivité en biomasse des couples bialléliques. Et là, vous voyez qu'on est dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une déviation vers le haut des couples bialléliques à ce locus-là, qui est sur le chromosome 4. Et donc, ils ont identifié cette zone-là sur ce QTL, qui était vraisemblablement la zone du génome qui était responsable des interactions positives entre les génotypes d'Arabidopsis thaliana. Donc, à ce stade-là, ils ont refait une manipulante parce qu'ils avaient seulement 67 marqueurs et 18 lignées, donc ils ont une faible résolution sur le génome. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du faible déséquilibre de liaison. Vous voyez, quand on travaille avec des lignées recombinantes comme ça, typiquement, quand vous allez avoir des associations, elles vont être, les résultats de ces tests, ça va être vous dire que le bras de chromosome est associé au caractère, mais vous n'allez pas vraiment pouvoir aller plus en identifier des zones plus précisément sur le génome. Donc, ils ont juste continué à refaire des recombinaisons sur la zone qu'ils avaient identifiée dans la première manip. Ils ont produit 19 nouvelles lignées isogéniques, donc c'est des lignées qui sont identiques sur tout leur génome, sauf dans la zone qu'ils ont détectée dans la première manip. Et là, ils ont retrouvé le résultat que je viens de vous montrer sur une zone plus fine, en gros. Donc, en gros, ils ont juste fait le fine mapping de la zone qu'ils cherchent. Donc, ils ont réussi à descendre jusqu'à 310 kb, une zone où il y a 86 gènes. Vous voyez qu'avec 86 gènes, on est encore loin de savoir si c'est plutôt de la complémentarité, de l'allélopathie, etc. Et bon, c'est une étude qui a été publiée dans Nature Ecology and Evolution, donc c'est une super revue. Et en gros, ça s'arrête là, quoi. On n'en sait pas plus. Ça s'arrête pas exactement là, parce qu'ils se sont quand même demandé si ces interactions positives, elles étaient plutôt le résultat d'interactions dans les parties aériennes ou dans les parties souterraines. Donc, ils ont fait quelque chose d'assez rigolo, c'est qu'ils ont récupéré la terre des pots qui ont servi à faire la première expérience. Donc, ils ont la terre des pots dans lesquels les génotypes BB ont été cultivés, la terre des pots dans lesquels les génotypes BS ont été cultivés, et la terre des pots dans lesquels les génotypes SS ont été cultivés. Et ils ont pris cette terre et ils ont fait pousser un génotype unique dans tous ces pots. Et ça, on appelle ça un phytomètre. C'est juste une plante témoin. Et on regarde comment cette plante pousse pour évaluer l'état du sol. On veut savoir si le sol est plus ou moins bon. Et ce qu'ils ont remarqué, vous le voyez sur la courbe violette, c'est que le phytomètre, il poussait toujours mieux dans les pots qui avaient hébergé des couples de génotypes qui étaient avec deux allèles différents au locus d'intérêt. Donc ça veut dire que l'effet bénéfique des interactions entre les plantes a été transmis dans le sol. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de soil legacy en écologie, c'est assez connu. Ça veut dire qu'il y a un effet positif à une génération donnée qui est transmis à la génération suivante à travers le sol. Ouais. Ouais, alors si je me souviens bien, vous pouvez aller checker le papier. Je vais dire quelque chose, je suis sûr à 90%, mais la courbe rouge, c'est le phytomètre du génotype B. Et il y a un deuxième phytomètre qu'ils ont utilisé dans la manip, c'est le génotype S. Ils ont fité un modèle où ils ont mis biomasse du phytomètre en fonction de composition allélique du précédent génotype du focal. Et ils trouvent que la composition allélique du précédent est significative. Voilà. C'est oui. La même variété, c'est la même espèce que les oui, c'est du Arabidopsis thaliana. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, les lignées recombinantes, elles ont été obtenues en croisant la lignée jaune et la lignée bleue, la lignée chat et la lignée B. Et du coup, ils ont repris ces lignées chat et B, les parents, en gros, du croisement, et c'est ça qu'ils ont utilisé comme phytomètre. Et donc, en violet, c'est les résultats de la lignée bleue, quand elle pousse dans les pots des mélanges, et en jaune, c'est les résultats de la lignée jaune. On voit que la lignée jaune, on voit pas tellement l'effet de soil legacy. Mais statistiquement, si tu fais le modèle, c'est ce qu'ils font dans le papier, où ils mettent biomasse du phytomètre en fonction du génotype du phytomètre, qui est soit bleu, soit jaune, plus la composition allélique BB, SB, SS, l'effet de la composition allélique est significatif. C'est rigolo du coup parce que là, on mesure la réponse du phytomètre à la Terre. Ouais, exactement. Presque, on mesure plus du coup,
le génotype du phytomètre plus que ce qu'il y avait dans la terre initiale. Ouais, ben, la combinaison des deux. Tu mesures la combinaison des deux. Tu mesures comment le phytomètre réagit à la composition de la terre. Et le but du phytomètre, c'est d'utiliser le même partout. Donc, toutes les terres qu'ils ont récupérées de la manip précédente, ils ont fait pousser le même phytomètre dedans, donc le violet, dans un premier bloc de manip, et enfin un deuxième bloc avec le jaune. Et ce qu'ils voient, c'est que le violet bénéficie des effets positifs qu'il y a eu sur la biomasse des plantes à la génération précédente. Je pensais que c'était carrément une autre espèce. Oui, ils auraient pu faire ça aussi. Parce que là, du coup, il y a deux choses différentes. Oui. Ça veut regarder l'effet de la plante qui était avant sur la terre, et aussi l'effet de la terre sur Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est une façon très indirecte, mais je pense qu'ils étaient un peu à bout d'idées parce que 86 gènes, etc. Après, donc, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a un deuxième papier qui est en cours de publication par Samuel West, le premier auteur. En fait, c'est quelqu'un avec qui je travaille moi, en postdoctorat à l'université de Lausanne. Et en fait, il a le travail nécessaire pour arriver à comprendre ce qui crée cet effet-là, c'est 2 ou 3 ans de plus de travail. Et donc là, il y a un deuxième papier qui arrive qui est la suite de ça. Mais dans ce papier-là, ils se sont arrêtés à ça. Et donc, je crois que la clé de l'histoire, c'est une pompe à protons qu'ils ont identifiée. J'ai pas très bien compris, mais il y a une histoire de pH, justement. Il y a une histoire de pH qui est pH optimal qui est pas le même pour les deux allèles. Et ça génère un espèce d'effet de complémentarité. Je comprends l'idée stylée. Mais ça complique, je trouve que du coup, les résultats des analyses deviennent d'un coup tout de suite plutôt que d'avoir pris dans le foie. Parce que j'ai l'impression que le violet, le bébé, a quand même plus d'effets dans la terre que le violet. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme de la mission? Ben, c'est juste la classification. Là, c'est compliqué. C'est compliqué à ce stade-là. Moi, j'aurais pas vraiment d'hypothèse pour expliquer pourquoi le B répond mieux que le S. Parce que là où on voit une réponse, si c'était de la clean recognition, vraiment, tu verrais que le B il pousse mieux quand il est dans les purs B, tu vois. Et même pour le S, on voit c'est l'inverse. On voit que le S, il pousse mieux dans le sol du B. Voilà. Donc, je sais plus ce qu'ils donnent comme explication à la fin du papier. Ça, c'est vraiment, je suis quasiment sûr que c'est les reviewers qui leur ont demandé de faire une manip en plus pour avoir des idées. Et donc, c'est un peu le truc qui est à la fin du papier très vite. Je pense pas que même dans le papier, il ait donné des hypothèses pour expliquer ça. Il montre juste que, l'effet, il est transmis à la génération suivante avec un génotype témoin. Et donc, vraisemblablement, cet effet d'interaction, il implique un processus dans le sol. Et comme je vous dis, je pense que le papier, là, qui va être publié, dans un journal même encore mieux, il confirme que c'est un effet dans le sol. C'est vraiment un effet de modification locale de la chimie du sol. C'est même pas les micro-organismes, c'est un effet sur si je me rappelle bien, sur le pH. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer les références de celui-là et de celui qui est en préprint, là, ben là, tu vois, comme c'est des lignées recombinantes, je l'ai mis là, il n'y avait que 67 marqueurs. Mais alors là, il faut que vous revoyiez vos cours de détection de QTL. Pourquoi, à votre avis, il y a besoin que de 67 marqueurs? Les marqueurs, ils sont bien équivalents parce qu'il y a plus de recombinaisons. Exactement. Ouais. En fait, si vous avez des grands blocs il n'y a pas de recombinaison sur les chromosomes. Là, par exemple, vous avez c'est exactement ce qu'il y a en haut à droite du tableau. Hein. Mais je pense que Jacques, il vous a déjà expliqué ça. Donc là, j'ai un chromosome du mini-homozygote qui est issu d'un croisement à l'origine entre deux parents, un parent vert et un parent bleu. C'est l'équivalent du jaune et du bleu là. Donc ça, si vous le croisez, vous avez cette hybride F1. Et après, cette hybride F1, si vous l'autofécondez sur plein de générations, vous allez obtenir des lignées comme ça, en fait, qui vont être un panache, une mosaïque des génotypes des parents. Et en fait, ce qui se passe quand vous avez un nombre limité comme ça d'épisodes d'autofécondation et un nombre limité de parents à l'état initial, c'est que vous avez des grands blocs pour lesquels les marqueurs sont très corrélés. Donc là, le fait que ce soit tout vert, ça veut dire que à ce génotype, si tu sais que si tu as un SNP ici, et que l'individu est A,
à ce génotype-là, tu sauras qu'il est aussi A, aussi A, aussi A. Tu l'appelles A, l'allèle qui est porté par ce parent-là à l'origine. Non, je pense pas que le biais de ségrégation, c'est quand tu n'as pas la même proportion du bleu que du vert dans la descendance de tes lignées recombinantes. Ça, c'est juste ce qu'on appelle le déséquilibre de liaison. Et en fait, quand tu as un déséquilibre de liaison très fort, imagine, il y a 18 chromosomes, et tu as des blocs comme ça de 3, et tu n'as besoin que de 3 marqueurs par chromosome, en fait. Donc 3 fois 18, tu vois, tu n'es pas loin des 67 chromosomes. Moi, je grossis le trait. Hein. En gros, ça ne sert à rien, c'est redondant, c'est de l'information redondante que d'avoir tous ces marqueurs. C'est pour ça que ce qui est bien, quand on fait de la GWAS, c'est pas de la détection QTL, on essaye d'avoir des populations qui ont des déséquilibres de liaison très faibles. On va avoir de la variation allélique locale très importante. Bien expliqué, Jacques, ou bien mais ça, Jacques vous expliquera mieux que moi. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas plus de marqueurs. L'avantage, c'est que tu as moins de marqueurs alléliques, tu n'as pas une grosse pression qui a des feuilles de... Là, vous voyez le lot score qu'ils ont retenu dans ce papier. Vous voyez combien il vaut? Il vaut 2,5. Il n'y a pas beaucoup d'études de GWAS où la p-valeur, donc ça veut dire 10-2, ça veut dire que leur score de p-valeur c'est 10-2. C'est vraiment pas très significatif pour une GWAS. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'ils ont que 67 marqueurs. Voilà. Parce que tu corriges toujours ta p-valeur par rapport au nombre de tests que tu fais. Comme tu fais un test par marqueur, quand tu as peu de marqueurs, le seuil est très bas comme mécaniquement. Ouais. Ma question, c'est par rapport au son qu'on comprend beaucoup. Oui. Comment s'assure que c'est le sol là Comment on s'assure que le sol aura le même effet, tu veux dire, sur la génération suivante? Encore une génération de plus, tu veux dire? Ben, ça, dans le pays, le sol est faux. Oui. Les parents avec. Ouais. Voilà, donc je veux savoir comment s'assure que le sol là aura le même pour pouvoir faire la. Alors, je suis pas sûr que je comprends ta question. En fait, comme ils ont le sol de la génération d'avant, ils l'ont extrait d'un pot, ils connaissent la composition de génotypes qu'il y avait dans ce pot. Après, ils ont juste à semer une graine dans ce pot et regardent comment la graine pousse. Et comme ils ont plein de pots de la combinaison BB, plein de pots de la combinaison SS et plein de pots de la combinaison SB, ils peuvent comparer les biomasses des plantes qui ont poussé dans les 3 types de pots. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon inquiétude, c'est que, vu que dans ce sol, il y avait oui. Il y a forcément une modification. Oui, il y a toujours une modification. Il n'y a pas de sol neutre. Il n'y a pas de contrôle où il n'y a pas eu de plante dedans, par exemple. Ils auraient pu ajouter un 3e sol qui est un témoin négatif. Mais par rapport à leur question, c'est pas vraiment pertinent. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est quelle est la différence relative entre les compositions alléliques à la génération d'avant. Que le sol soit différent d'un sol, il n'y a pas eu de plante du tout, ça les aide pas, si tu veux, ça ne permet pas de répondre à leurs questions. Tu vois? Mais ils auraient pu faire ça, ils auraient pu rajouter un sol neutre et enfin, un sol c'est jamais neutre. Hein. Ils auraient pu prendre un sol autoclavé ou j'en sais rien, le même sol qu'ils ont utilisé avant de faire la manip avec les premières plantes, etc. Mais si tu veux, ça aurait juste rajouté une case sur le box plot et ça aurait rien changé à ce qui se passe entre ces trois-là, quoi. Ce qui les intéresse, c'est la comparaison relative de ces trois-là. C'est ça qui te permet de savoir si l'effet d'interaction entre les plantes a impliqué un mécanisme au niveau du sol. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je suis aussi d'accord avec vous. Ouais. Ils auraient pris le sol d'avant culture. Ouais. Comme témoin, ça aurait renforcé le message, ouais. Ça renforcerait, je suis d'accord, mais. Ça, je sais que ça ne bouge pas. Ouais. C'est passionnant. Ouais. Voilà. Et donc, juste après, je pense qu'on va peut-être faire une pause avant qu'on passe au télé. Vous allez faire exactement la même chose. C'est moins sexy, ça va être du blé. Et ça, c'est donc ce que j'ai fait pendant ma thèse. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer sur Arabidopsis, mais avec du blé dur. Donc là, c'est des parcelles de blé qui ont poussé au champ, à Mobio. Donc c'est le matériel génétique blé dur qui est utilisé dans l'équipe
de recherche ici à Montpellier, l'équipe dans laquelle est Jacques, avec 180 lignées qui sont issues d'un panel à base génétique large. Donc ces lignées, on les a fait pousser au champ dans 400 parcelles différentes. Il y a des parcelles en monoculture. Donc vous voyez en bas à droite, c'est des parcelles où les 6 lignes dans la parcelle sont cultivées avec le même génotype, que j'ai appelé A ici. Donc ça, c'est le nom de la variété, on va dire. Il y a ça, c'est 180 parcelles. Vous verrez qu'il y en a un peu moins que ça, parce que ça, c'est le nombre de parcelles qu'on a mis au début, mais toutes les parcelles n'ont pas été jusqu'au bout. Et il y a aussi des parcelles de mélange, et encore une fois, c'est des mélanges binaires. Donc là, dans ce cas-là, elles sont cultivées un rang sur une. Et vous allez faire vous-même cet après-midi la GWAS des effets de la différence allélique entre les variétés, monde du génome. Vous allez tester comment les différences alléliques entre les variétés impactent les rendements, mais aussi la septoriose, qui est une des maladies principales du blé, sur laquelle Laura vous a parlé de ça ce matin. Donc, en conclusion, vous voyez qu'on comprend encore assez mal les interactions entre les plantes. Ce que je vous ai montré, là, l'étude sur Arabidopsis thaliana, vous voyez qu'on s'arrête au stade où on voit que ça implique le sol, mais grosso modo, on n'en sait pas plus. Mais on voit que les 4 théories issues de l'écologie et de l'évolution nous permettent de formuler des hypothèses qu'on peut tester au niveau génétique pour mieux comprendre les interactions plante-plante. Et on voit que les interactions plante-plante peuvent être expliquées, au moins en partie, par des interactions entre allèles. Ça, c'était pas trivial de pouvoir mettre en évidence des locus à effet majeur qui expliquent la performance d'un groupe de plantes. Et il y a de plus en plus de résultats, en fait, qui sont publiés, qui tendent à montrer ça, qu'on peut expliquer la performance d'un groupe de plantes à partir de quelques locus qui ont des effets majeurs. Donc, en termes d'écologie et d'écosystème, c'est intéressant de voir que des simples gènes peuvent avoir des effets à l'échelle de la communauté. Donc ça a aussi des implications pour les mélanges variétaux, parce que vous voyez que si on arrive à identifier des marqueurs qui ont des effets majeurs sur la composition d'un mélange, on peut imaginer développer des mélanges assistés par marqueurs. On va dire, sur ce marqueur-là, donc là, pour revenir sur ta question de tout à l'heure, on va toujours raisonner pour l'instant un seul locus, c'est-à-dire, à ce locus-là, si je veux vendre un mélange, il vaut mieux que dans ce mélange, je mette des variétés qui ont le même allèle. Il vaut mieux que je mette des variétés, au contraire, qui ont un allèle différent. Je suis sûr qu'elles seront plus productives ou moins productives, ou moins sensibles aux maladies, par exemple. Donc, les perspectives de tous ces travaux, maintenant, c'est d'essayer d'aller, c'est ce que je vous disais avec ce deuxième papier qui va être publié, vers la compréhension plus fine des mécanismes moléculaires, génétiques et physiologiques qui sont impliqués dans ces interactions, et aussi d'essayer d'utiliser des modèles avec des architectures génétiques plus complexes. Puisque c'est pas parce qu'on arrive à identifier des gènes à effet majeur qu'il y a que des gènes à effet majeur. On pourrait imaginer que c'est pas un locus que ça se passe, mais c'est plusieurs SNP en même temps, où on a le même allèle et où on n'a pas les mêmes allèles à ce groupe de SNP. C'est ça qui va plutôt expliquer la performance du mélange. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait en GWAS classique, quand on a des modèles à un seul locus ou des modèles à plusieurs locus, et puis après voir des modèles de sélection génomique où vous faites l'hypothèse que tous les locus sont impliqués dans la performance dans le trait que vous cherchez à expliquer. On peut imaginer la même chose pour les mélanges. Vous pouvez imaginer un modèle dans lequel vous faites l'hypothèse que tous les SNP ont un impact sur la performance des mélanges et vous pourriez faire de la prédiction génomique de la performance des mélanges. Ça a été fait ou pas? Non. C'était dans mon dernier chapitre de thèse. En fait, ça doit être plus que la prédiction génomique, on a vu que les effets individuellement en chaque locus, c'était pas forcément si important que ça, c'était pas globalité. Exactement. Ce que tu me disais, ça pourrait peut-être bien aider à ce genre de situation où on a du mal à estimer vraiment les effets parce que les dispositifs expérimentaux sont très compliqués. Exactement. C'est le genre de mesurer avec précision. Oui, ça pourrait être vachement bien adapté. Après, par contre, ça demanderait une création de base de données assez importante. Pour le coup, je pense que les données génomiques, c'est pas le problème. Enfin, les gens ont maintenant des données génomiques sur plein de lignées. Le problème, ça va être plus les développements statistiques, tu vois, pour arriver à combiner les prédictions génomiques et les interactions éventuelles entre locus, tu vois, quelles hypothèses on fait? Est-ce qu'on fait l'hypothèse que c'est purement additif? Comment on dévie de l'additivité? Est-ce qu'on considère des interactions entre locus à différents... Tu vois, même à l'échelle infinitésimale, on peut faire des différentes hypothèses, en fait, sur les interactions entre les locus. Comme en sélection génomique, il y a différentes hypothèses sur la distribution des effets des SNP. Tu pourrais avoir différentes hypothèses sur les interactions entre locus, entre les lignes. Là, je vais refaire la même réponse que je vous fais depuis tout à l'heure. C'est juste ce qui est devant nous et ce que personne s'est attaqué à ça encore parce qu'on ne comprend déjà pas comment ça se passe à un locus, quoi. Mais clairement, il n'y a personne qui dit que ça n'a aucun intérêt d'aller dans cette direction-là. Et je pense que tout le monde reconnaît le fait qu'il y aura probablement, moi j'en suis sûr, un jour on sera capable de prédire la performance des mélanges avec des modèles infinitésimaux, quoi.
Ouais. Pour savoir à peu près, c'est 2019. Ouais, j'ai soutenu fin 2019. Ouais. Et je suis en postdoc. Je voulais peut-être même pas dire au début, je suis parti dans debout, mais maintenant je suis en postdoctorat à l'université de Lausanne, toujours sur ces thématiques-là. Et j'ai fini à Pimet en 2017. Retracer ton parcours. Oui, oui. Ben alors je finis juste. Je crois que j'ai fini d'ailleurs. On va passer au TD après. Mon parcours, du coup, ben, j'ai fait l'agro. Je suis rentré en 2012 moi à l'agro à Montpellier. Euh, J'étais en grande hésitation, j'ai discuté pas mal avec Isa. J'étais en grande hésitation moi, entre plein de spé, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'hésitais beaucoup entre PVD et Apimet, mais chimie verte m'intéressait aussi pas mal. J'étais un peu perdu avant ma césure. Et puis après, j'ai fait une césure chez les semenciers dans un premier temps. J'ai fait mon premier stage chez Limagrin. Je suis parti au Brésil sur la sélection des hybrides de maïs au Brésil. Là, on cherchait les groupes hétérotiques, etc. On essayait de trouver les meilleurs croisements possibles pour faire des hybrides de maïs au Brésil. Suivi le projet d'ensemble. Après, voilà, ça c'est dans un deuxième temps avec Jacques, du coup, qui vous en a peut-être parlé, ça existe toujours ou pas? Non. C'était un programme que Jacques, en grande partie, mais aussi Isabelle et d'autres chercheurs avaient contribué à monter. Donc c'était un financement Agropolis, c'était la fondation Agro, qui expliquera peut-être mieux que moi les aspects administratifs. En gros, c'était un dispositif de financement de la Fondation Agropolis qui nous permettait de partir en césure dans un laboratoire d'un des centres du CGIAR. Donc, le CGIAR, c'est un consortium international. Donc, l'IRI, dont vous parlez tout à l'heure, fait partie du CGIAR. C'est un regroupement de grands centres de sélection mondiaux qui sont focalisés sur certaines espèces. Donc, il y a le CIMIT au Mexique qui est centré sur le blé et le maïs. Il y a l'IRI aux Philippines qui travaille sur la sélection du riz. Il y a l'ICRISAT au Maroc, je crois, qui travaille sur la sélection des légumineuses, etc. Et donc, le but de ce projet-là, c'était de financer un stage d'étudiants de l'agro dans un de ces centres. Et en retour, les centres bénéficiaient d'une collaboration scientifique avec des chercheurs locaux en France. Donc, on faisait nos stages en deux parties. Une première partie en France. Donc, moi, j'étais dans l'équipe à Montpellier, ici, dans l'équipe de Jacques. J'ai fait 1 mois ou 2 mois. Et après, je suis parti au CIMIT en Turquie pour travailler sur la sélection du blé, pour la résistance à la sécheresse du blé en Turquie. Donc, c'était le but de cette interaction. C'était que moi, en gros, j'étais formé en France à une certaine technique. Donc, c'était le phénotypage du blé par spectroscopie proche infrarouge. Et ensuite, je suis allé en Turquie appliquer ça sur les essais turcs de spectroscopie. Donc, c'était un échange, en fait. En gros, le but, c'était que les étudiants arrivent sur place avec quelque chose qu'ils avaient appris en France et que les étudiants bénéficient d'une expérience dans un centre mondial de sélection. Donc ça, c'était ma césure. Après, je suis rentré, ça m'a décidé pour faire Apimet, en gros. J'ai fait Apimet. À la fin d'Apimet, j'ai fait un stage de nouveau chez Limagrin, puisque j'avais gardé contact avec eux comme j'avais fait mon premier stage de césure avec eux. Et là, c'était un stage beaucoup plus stat sur la prédiction génomique des rendements du maïs et l'intégration des interactions génotype-environnement dans les modèles de prédiction génomique. Et puis, à peu près à la moitié de mon stage chez Limagrin, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour travailler dans le privé. Je m'ennuie un peu et je voulais explorer des trucs un peu plus. Vous voyez, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est assez éloigné en fait de tout ça. Et je suis très content maintenant de faire ça. Et donc, j'ai fait une thèse. Je suis revenu en thèse dans l'équipe de G2Pop avec Hélène, voilà, qui était là ce matin, pour travailler sur les mélanges variétaux. Donc, le titre de ma thèse, quand je l'ai commencé, c'était c'est très proche de la présentation que je viens de vous faire, c'était les mélanges c'était un nouveau regard sur les mélanges variétaux, apport des théories de l'écologie et de la biologie évolutive. Et donc voilà, j'ai fait ma thèse entre 2016 et 2019. Cette année, juste après, vous allez analyser une partie des données que j'ai produites dans ma thèse. Et à la fin de ma thèse, je suis resté un petit peu dans le coin, pas très longtemps, 6 mois, quelque chose comme ça. Après, je suis parti en postdoctorat à Lausanne sur ces thématiques-là. Donc, maintenant, je travaille aussi avec Arabidopsis un petit peu. Et voilà, maintenant, j'essaye de revenir à mon petit. Essayer de tourner, travailler sur le blé, mais toujours sur ces thématiques-là d'interaction entre les plantes. Voilà. Et l'état des lieux, du coup, de ce sujet-là, du coup, entre 2019 et 2022, du coup, il y a eu, puisque c'était encore il y a pas mal de trucs assez peu creusés encore. Ouais.
Ouais, non. non. Ben, oui, les gens ont fait, mais c'est vraiment un front de science. C'est vraiment quelque chose, j'exagère pas quand je dis ça. Hein, ces papiers sur Arabidopsis que je vous ai montrés, je pense que je connais 2 papiers chez Arabido où les gens, juste le fait de corréler un trait à l'échelle d'un groupe à la composition allélique, à un locus, ça, il y a 3 ou 4 papiers quoi, qui ont regardé ça, c'est tout. Ouais, ben après moi voilà, c'est sur le blé, c'est différent. Nous on peut pas aller trouver les gènes et tout ça, mais c'est vraiment les gens commencent à tirer un bout du problème, et c'est pour ça que toutes les questions que vous m'avez posées, elles sont super intéressantes et tout ça, mais les gens sont encore très loin d'attaquer ces aspects-là du problème. Ouais, je pense que les interactions plante-plante, c'est un truc qui est déjà, on va pas se le cacher, c'est assez sexy. Ça vend pas mal. Il y a eu plein de livres. Je sais pas si vous êtes au courant de tous ces livres qu'il y a eu sur les arbres qui communiquent entre eux et tout ça, avec des visions très anthropomorphes des interactions entre les plantes, ce qui a aussi généré beaucoup de débats dans la littérature. Bon, là, je vous ai pas trop parlé de ça, mais il y a tout un volet sur la sélection parentale chez les plantes que j'ai aussi un peu étudié pendant ma thèse. Ça, c'est un gros champ de recherche qui a été très controversé. Il y a plein de gens qui se sont battus sur les mots qu'ils utilisaient. Il y a des gens, même le fait de dire altruisme pour les plantes, ça les révulse. Parce que moi, je comprends pas trop, parce que l'histoire d'altruisme, en fait, c'est juste un effet de fitness sur les individus qui expriment le trait ou qui ne l'expriment pas. Ça choque les gens parce qu'ils ont l'habitude d'entendre ça pour les animaux, mais en fait, quand les gens utilisent altruisme, c'est pas pour dire que les plantes se comportent comme des animaux, c'est pour dire que les effets sur la fitness, c'est les mêmes que chez les animaux. Et donc voilà, ça se développe beaucoup parce que il y a un engouement autour de ces questions-là. Et puis de toute façon, dans on va dire les priorités de recherche pour l'agronomie, c'est vraiment, il y a beaucoup de thématiques de recherche sur l'agroécologie, les mélanges d'espèces, les mélanges de variétés. Et on voit bien, c'est ce que je vous dis, que l'agronomie jusqu'ici, elle est un peu sèche sur l'explication de ce qui se passe entre les espèces et entre les variétés. Et généralement, c'est que sans le savoir, ouais. Ils ont inventé la sélection de groupe. Exactement, voilà. Alors ça, j'ai pas eu le temps de vous expliquer, mais sans le savoir, ou je sais pas si on peut dire sans le savoir, hein, mais Exactement. Mais c'est pour ça que moi j'ai adoré ma thèse parce que, bon, je vous dis, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu négatif avec l'agronomie. Depuis le début, je vous dis qu'ils étaient secs sur les théories et les concepts. Par contre, ce qu'a fait l'agronomie, c'est qu'ils ont produit des données que jamais il y a eu dans les écosystèmes naturels. Par exemple, tous ces mélanges et la performance relative des mélanges. Et ce que vous a montré ce matin Timothée sur les effets génétiques indirects. En fait, les poules en cage, c'est un modèle génial pour étudier la sélection de groupe qu'on ne peut pas avoir avec des populations naturelles. Et donc ça a nourri aussi la biologie évolutive. Il y a plein de gens qui ont commencé à s'intéresser aux effets génétiques indirects, alors que les premiers qui ont publié là-dessus, le premier c'est Griffin, c'est un sélectionneur végétal d'ailleurs, qui trouvait que la sélection était non prévisible dans les mélanges de variétés, justement, il ne comprenait pas trop. Et c'est lui qui a écrit le premier modèle avec DGE plus IGE. Puis après, c'est les sélectionneurs animaux qui s'en sont emparés. Mais en gros, Jacques a raison. En plus, la sélection de plantes, chez les plantes, mobilise déjà la sélection de groupe pour maximiser les rendements. Si vous pensez à la sélection généalogique, donc Jacques a dû vous expliquer comment fonctionnait un schéma de sélection généalogique. À la fin de la sélection généalogique, vous avez les génotypes sont sélectionnés pour leur rendement à l'échelle de la parcelle. Au début, ils sont sélectionnés pour les résistances aux maladies, la hauteur, les traits très héritables. À la fin, ils sont sélectionnés pour les rendements à l'échelle du groupe. Et vous savez qu'à la fin du schéma de sélection, les génotypes, ils sont quasiment fixés. Donc ça veut dire que l'apparentement entre les plantes qui sont dans un même groupe est très fort. Et le fait de comparer les rendements de groupes dans lesquels l'apparentement est très fort, ben ça c'est de la sélection de groupe. Et c'est ce que font les sélectionneurs depuis longtemps. Donc nous, ce qu'on essaye de dire on essaye de montrer comment ils pourraient le faire encore mieux, mais il y a des verrous. Pour le moment, on n'arrive pas à savoir comment on pourrait le faire mieux. Parce que vous voyez que dans les premières générations de la sélection généalogique, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les sélectionneurs vont sélectionner des plantes pour leur valeur individuelle, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de graines pour faire des groupes et les multiplier. Donc ils ont que, par exemple, pour un croisement donné, ils vont avoir 10 graines, ils vont planter ces 10 graines en ligne, et le principe de la sélection généalogique au début, c'est de retenir les meilleurs individus dans les meilleures familles. Donc il y a une sélection entre les familles, mais il y a aussi une sélection au sein des familles. Donc au début, il pourrait y avoir des résidus de sélection individuelle qui se glisseraient là, même si maintenant, avec l'idéotype de Donald et tout ça, les agronomes savent, les sélectionneurs, ils vont pas prendre des plantes qui font 3 mètres de haut, ils vont les éliminer d'office parce qu'ils savent qu'une plante qui fait
qui fait 2 mètres, j'exagère, 3 mètres, ça n'existe pas pour le bleu, je crois pas. Mais une plante très haute, ils savent que ça sera pas bon pour les rendements à l'échelle du groupe, donc ça, ils vont peut-être pas le prendre. Mais par exemple, une plante qui a, j'en sais rien, qui produit un composé dans le sol qui réduit le rendement des autres sur la ligne, ben ça, un sélectionneur, il peut pas forcément le voir ou l'intuiter. Peut-être qu'en prenant la plus belle plante sur la ligne, il va sélectionner un truc qui, au final, sera pas bon aux étapes suivantes. Donc, en fait, dans la sélection généalogique, il y a de la manipulation de sélection de groupe et de sélection individuelle.